possibilité de régler leurs cotisations de façon spontanée. Donc voilà sur les reports de cotisations au titre des échéances de novembre. Et donc effectivement pour décembre, on n'a aujourd'hui pas d'informations sur ce qui sera éventuellement fait ou pas. D'un point de vue fiscal, deux choses en fait, hein, je vais revenir sur les mesures d'étalement des dettes fiscales, mais il reste possible de toute façon pour des situations compliquées de demander des étalements et des reports auprès de l'administration fiscale, comme c'était déjà le cas hors crise sanitaire, dans des situations particulières de difficultés, c'est quelque chose qui est possible et à demander auprès des services des impôts. Là, on a une mesure un petit peu spécifique à la crise qui concerne donc toutes les entreprises, mais ça concerne les dettes qui ont été réalisées ou qui sont issues de la période entre le 1er mars et le 31 mai. En gros, tous les impôts qui n'ont pas été payés sur ces 3 mois. Ah, il y a un écho. Donc là, il y a un plan de règlement spécifique possible qui peut s'étaler sur 12, 24 ou 36 mois, avec quand même des conditions. C'est être à jour de ses obligations, c'est-à-dire qu'en dehors de ses dettes fiscales du printemps, il fallait être à jour de ses obligations auprès de l'administration fiscale. Et puis aussi avoir sollicité aussi des étalements de paiement auprès de ses autres créanciers, notamment ses fournisseurs. Voilà. C'est-à-dire que l'administration fiscale dit elle est OK pour étaler des aides, à condition qu'on ait aussi demandé les mêmes efforts à ses autres créanciers. Et cette demande, elle est à faire avant le 31 décembre auprès de l'administration fiscale. Je vais juste évoquer. Juste une petite intervention rapidement. Excusez-moi, Monsieur Hardy, je tente de couper votre micro parce que ça fait un petit peu d'interférence. C'est volontaire, le fait de couper le micro. On laissera des temps d'échange particuliers. Et s'il y a des questions en cours de route, vous avez la possibilité d'utiliser le chat. Le problème du micro, c'est que tout bruit peut venir interférer l'entente de tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse reprendre, pardon. Oui, parfait. Alors, je reprends. Donc oui, sur l'étalement fiscal, pardon un instant. Donc à faire avant le 31 décembre, la demande, il y a un formulaire qui est disponible sur le site impôts.gouv. Et j'ajoute à ça, c'est un élément qui n'est pas sur le diaporama, mais qui est arrivé récemment, c'est la possibilité de reporter le paiement de la cotisation foncière des entreprises, qui est à payer pour le 15 décembre. Et donc l'administration fiscale autorise en gros un report du paiement, un report de 3 mois de l'échéance. Donc de la même façon, il y a une demande à faire auprès de l'administration fiscale pour décaler ce règlement. Donc voilà pour les reports, donc cotisation sociale salariée, cotisation sociale indépendante pour le mois de novembre, et puis un étalement des dettes fiscales du printemps possible sur 1 à 3 années. Concernant les aides, pour ce qui est des aides liées à la période, il y a le fonds de solidarité qui a été encore reconduit, qui était déjà existant au printemps, et donc qui a été reconduit. Christophe. Oui. Pardon, excusez-moi, on en avait dit à la fin de chaque partie, prenez le temps aux questions-réponses, et justement, il y a une main levée. J'ai une main levée, donc alors c'est Pizzeria chez Toto. Si vous voulez, vous réactivez le micro, c'est à vous. Je n'ai plus la main levée. Bon, c'était peut-être une erreur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie liée au report qui vient d'être abordée? Pas particulièrement? Alors, je vous rends la parole, Christophe. Très bien, merci. Donc oui, dans les aides, on va parler du fonds de solidarité, on va parler du chômage partiel pour les salariés, de l'abandon de loyer au travers du crédit d'impôt, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, et puis là, on enchaînera sur les aides pour le numérique. Donc sur le fonds de solidarité, donc pour rappeler, il est créé pour essayer de compenser la perte d'activité des entreprises qui sont alors, soit fermées, soit subissent une perte de chiffre d'affaires liée au contexte. Ça concerne les entreprises de moins de 50 salariés, pour
cette partie automnale. Surtout les entreprises donc fermées administrativement ou qui ont perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. On va reprendre un petit peu en détail ce qui concerne le mois de novembre après, mais je vous donne les grandes lignes. On a entendu parler d'un plafond de 10 000 €. Effectivement, c'est le plafond maximum. Après, à l'intérieur des éléments, il y a des situations tout à fait diverses. Et important, la demande, elle est à faire dans les 2 mois suivant le mois concerné. Donc, pour le mois de novembre, on aura jusqu'au 31 janvier, vous aurez jusqu'au 31 janvier 2021 pour faire vos demandes. Sachant que les demandes au titre du mois d'octobre sont ouvertes depuis une semaine maintenant. Alors, pour essayer de l'expliquer, je vous ai mis un schéma, ça concerne le mois de novembre. Je vous parlerai un tout petit peu après du mois d'octobre parce que vous pouvez être quelques-uns à être concernés. Pourquoi un schéma? Parce que ça permet de suivre un petit peu le chemin et où est-ce qu'on peut se situer. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes dans une situation ou pas de fermeture administrative? Si c'est le cas, l'aide, elle va être en fait égale à votre perte de chiffre d'affaires en comparaison avec le chiffre d'affaires que vous avez fait sur la même période l'année passée et dans un plafond de 10 000 €. Donc, si vous aviez fait 6 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de novembre 2019, vous avez le droit à une aide de 6 000 €. Voilà, si vous étiez au-dessus de 10 000 €, ça sera un plafond et plafonné à 10 000 € pour ce mois de novembre. Donc ça, c'est la première situation. Ensuite, la deuxième situation, c'est de regarder si vous avez ou pas perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires, toujours en comparaison avec la même période l'année passée. Alors après, dans les comparaisons de chiffre d'affaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des possibilités autres. On peut prendre un chiffre d'affaires mensuel moyen, donc le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Et on peut aussi, quand on est sur des situations d'entreprises qui ont été créées en cours d'année 2019 ou voire cours d'année 2020, il y a des calculs un peu plus particuliers. Donc là, il faut regarder un peu plus en détail et éventuellement se rapprocher de son conseil pour l'analyse. Donc ensuite, si vous avez perdu, alors si vous n'avez pas perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires, il n'y a pas de fonds de solidarité pour vous. Si vous avez perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires, on va ensuite aller regarder quelle est votre activité. Et si l'activité est listée dans une des 2 annexes, vous avez en fait dans un décret donc deux annexes qui listent des activités spécifiques. Donc dans l'annexe 1, on va retrouver, alors je ne veux pas vous faire la liste parce qu'il y en a un nombre assez conséquent. Dans l'annexe 1, on va retrouver la restauration, tout ce qui tourne autour du tourisme, voilà, et plein d'autres. Et dans l'annexe 2, on va retrouver plutôt les activités qui sont liées à celles de l'annexe 1. Ça va être les fournisseurs, par exemple, de commerce de gros pour les restaurants. C'est l'exemple qu'on peut donner. Voilà, on va en retrouver pas mal comme ça. Donc là, de la même façon, vous avez perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Votre activité est listée à l'annexe 1 du décret qui explique le fonds de solidarité. Vous avez le droit à une aide qui va correspondre à votre perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Donc là encore, ça reste assez simple une fois qu'on a bien suivi le chemin. Si vous n'êtes pas dans la liste annexe 1, mais que vous êtes dans la liste annexe 2, là, ça devient un petit peu plus complexe parce qu'on va aller regarder un autre critère, c'est de savoir si au printemps, entre le 15 mars et le 15 mai, vous avez perdu ou pas plus de 80% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce qui a été fait au printemps. Je ne reviens pas dessus. Vous devez connaître votre situation par rapport à ça. Donc si vous avez perdu, donc vous êtes à l'annexe 2, vous avez perdu plus de 80% de votre chiffre d'affaires au printemps. Donc vous êtes éligible au fonds de solidarité. Et là, votre fonds de solidarité, il va être de 100% de votre perte si votre perte dépasse 1 500 €. Et non, pardon, j'ai dit une bêtise. Il va être de 100% de votre perte si votre perte est inférieure à 1 500 €. Donc si vous avez perdu 1 000 €, vous aurez 1 000 €. Et si votre perte est supérieure à 1 500 €, vous aurez une aide qui sera le maximum entre 1 500 c'est le minimum ou 80% de la perte est plafonnée à 10 000 €. C'est un peu compliqué, mais si vous avez une perte de 10 000 €, vous aurez 8 000 € d'aide, 80% des 10 000. Si vous avez une perte de 20 000 €, 80%, ça fait 16 000, ça sera plafonné à 10 000. Voilà. Donc, on peut retomber encore sur ce plafond de 10 000 € en fonction de votre situation. Donc ça, et il reste une situation, c'est que vous êtes dans une activité listée à l'annexe 2 et vous n'avez pas perdu 80% de votre chiffre d'affaires au printemps. Là, vous aurez
aussi une aide qui correspondra au montant de votre perte sur le mois de novembre, mais qui sera plafonnée à 1 500 €. Donc voilà, de votre situation en termes de fermeture ou pas, de perte ou pas de chiffre d'affaires plus de 50% et de situation ou d'être listé dans une des deux annexes, vous allez avoir un montant d'aide qui peut être soit nul, soit jusqu'à 1 500 €, soit jusqu'à 10 000 € pour la partie la plus avantageuse. Voilà. Donc c'est un système assez complexe où il faut prendre le temps de bien regarder dans quel cadre on se situe. Je ne vous ai pas mis le schéma du mois d'octobre, mais je vais vous l'expliquer assez rapidement. Après, si vous êtes concerné, vous pouvez regarder. Le mois d'octobre est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, au mois d'octobre, il y avait 3 situations qui ont existé. Il y a les entreprises qui ont pu subir un couvre-feu. Alors, je ne vais pas l'aborder parce que dans nos 2 départements, on n'a pas eu de couvre-feu. Ensuite, vous avez les entreprises qui ont eu une fermeture administrative parce que, en fait, la fermeture administrative est intervenue toute fin octobre. Donc, il y a eu quelques jours de fermeture administrative. Pour ces entreprises qui ont une fermeture administrative, il y a une aide possible qui était équivalente à la perte réalisée sur les jours de fermeture avec un plafond de 333 € par jour de fermeture. Alors, pourquoi 333 €? Ça correspond aux 10 000 € divisé par 30 jours, tout simplement. Donc, pour la fermeture administrative. Ensuite, il y a potentiellement une perte si vous avez perdu plus de 50% de chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est aussi lié au fait d'être listé en annexe 1 ou annexe 2. Et il faut déjà avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires. Et si vous avez eu votre activité, on va dire, quasi normale jusqu'à la fermeture administrative et jusqu'au nouveau confinement, vous n'êtes peut-être pas dans cette situation. Si c'est le cas, rapprochez-vous de votre conseil pour regarder. On est encore dans des conditions. Est-ce que je suis listé à l'annexe 1, à l'annexe 2? Est-ce que j'ai perdu plus ou moins de 80% de mon chiffre d'affaires au printemps? Et en fonction de ça, vous avez une aide qui, dans tous les cas ici, peut être aussi plafonnée à 10 000 € dans certaines situations. Donc voilà, donc un système assez complexe dans lequel il faut jongler. Juste pour octobre, je vous ai évoqué 2 aides. Les 2 aides ne sont pas cumulables. On prend soit l'aide liée à la fermeture administrative, soit l'aide qui est liée à une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Donc voilà sur le fonds de solidarité. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est un sujet qui est assez complexe, peut-être qu'on peut faire un temps de questions dès maintenant. Gaël, je sais On peut laisser ce temps-là, oui, je suis d'accord. On peut, là pour le moment, il n'y a pas forcément de questions qui apparaissent sur le chat. J'ai pas de main levée, mais si vous souhaitez plus d'éclaircissements ou approfondir, n'hésitez pas à lever la main, on vous laissera la parole. Et je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas. Si, Dimitri. Dimitri a levé la main. Je voulais votre avis sur une question qu'on nous pose assez souvent. Est-il pertinent d'ouvrir demain et pour certains dimanche lundi, sachant que ça peut amputer une partie de l'aide de novembre par rapport au comparatif de chiffre d'affaires entre novembre 2019 et novembre 2020? Alors, moi, je pense qu'il faut surtout ouvrir si on peut ouvrir pour reprendre son activité et reprendre contact avec les clients. Ça me paraît important. L'aide, si on reprend après le système, on a dans le cadre de la fermeture administrative, par exemple, si je prends le plus simple, on a une aide qui est égale à la perte limitée à 10 000 €. Le calcul va juste faire en sorte qu'on va prendre en compte sur novembre le chiffre d'affaires qui sera fait sur ce week-end, effectivement. Moi, je pense qu'il est préférable de faire du chiffre d'affaires plutôt que d'attendre pour ouvrir la semaine prochaine. À mon sens, ça me paraît important pour les entreprises de reprendre contact tout de suite avec leurs clients et de pouvoir retravailler. Voilà ce que je peux vous en dire. Et effectivement, ça sera pris en compte dans le calcul de la perte entre le chiffre d'affaires de l'année dernière et celui de cette année. Sachant que j'en profite, je ne l'ai pas dit, mais aussi pour ceux qui ont fait de la vente à emporter ou à distance, ce chiffre d'affaires réalisé n'est pas à prendre en compte pour le calcul de la perte. C'est comme si vous aviez fait 0. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de la fermeture administrative. Pour les autres, par contre, à surveiller que ça ne fasse pas basculer l'entreprise entre les 50% de pertes ou moins, du coup.
Oui, après, ça serait étonnant quand un week-end, après, tant mieux, mais ça serait étonnant qu'un week-end, on puisse récupérer 28 jours de fermeture. Bon, voilà, situation particulière hein, en fonction de chacun, mais Non, je parle pour ceux qui ne sont pas en fermeture administrative, hein. Je parle bien pour oui, ceux qui sont dans la case perte de chiffre d'affaires de plus de oui, de plus de 50%. C'est 50%. plus dans ce cadre-là, Monsieur Ferranda. Oui, mais ceux-là sont déjà en activité, donc je ne sais pas si ça va impacter beaucoup. Parce que ceux qui vont vraiment rouvrir là, c'est ceux qui ne pouvaient pas avoir leur activité ici. Je ne sais pas si les autres vont être si impactés de ça par l'évolution. Entendu, merci. On a quelques questions qui sont arrivées. On a un cas particulier qui explique que on avait une partie seulement de l'activité en 2019 par rapport à l'activité de pizza, donc en vente en pizzeria, mais que en novembre 2020, on a en plus le distributeur de pizza qui est venu s'ajouter par rapport à l'année précédente. Par rapport à cette déclaration, est-ce qu'on doit déclarer tout le chiffre d'affaires, y compris celui du distributeur pour cette fameuse comparaison de perte d'activité? Alors, sur le distributeur, comme ça, j'ai une incertitude. Est-ce qu'on le considère comme encore de la vente à emporter ou à distance? J'en suis pas persuadé, parce qu'il était, voilà, c'est entre guillemets, le distributeur n'a pas subi de fermeture. Un point à creuser, alors il y a la possibilité, hein, et on s'y réfère nous assez souvent, de poser des questions justement au gouvernement sur des situations un petit peu particulières. Sur la question est-ce qu'on prend ou pas le chiffre d'affaires effectivement du distributeur, j'ai pas vu de ce sujet-là ressortir et j'avoue ne pas être en mesure de pouvoir répondre parce que c'est vraiment oui un cas à la marge. Alors après, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que il faut essayer de trouver l'esprit hein, du texte. Donc, on peut imaginer faire une analyse, regarder la perte, faire une demande. Après, c'est ce qui nous arrive de dire hein, quand on a des incertitudes, bah, faites la demande et si on a un contrôle de main, il faut qu'on soit en mesure de justifier des chiffres qu'on a donnés. Après, sur l'esprit, voilà. Mais on peut aussi interroger le gouvernement sur un cas comme celui-ci parce que c'est vrai que c'est un cas un peu particulier pour lequel ça vaut peut-être le coup de savoir si c'est un chiffre d'affaires qu'il faut retenir ou pas. On a aussi une question de Renaud Cuir. Si vous pouvez, merci. Renaud Cuir, votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez l'activer pour poser votre question? Oui. Il a été activé puis redésactivé. Il est activé. Bonjour. Nous ne vous entendons pas, malgré le fait qu'a priori votre micro est actif. Nous ne vous entendons pas. Alors, la question avait commencé à être posée sur le chat. C'était un cas particulier. Un atelier qui reste ouvert et un magasin à Angers qui est fermé administrativement. Dans ce cas-là, quel cas de figure? Alors, je n'ai pas plus d'informations. C'est dommage que le micro ne fonctionne pas. On aurait pu creuser un peu. Dans ce cas de figure, effectivement, ce qu'on considère, on a bien une fermeture administrative dès lors qu'on va regarder plutôt l'activité principale. Si l'activité principale, alors c'est toujours la complexité, sort du magasin, on va plutôt considérer qu'on est dans une fermeture administrative. Par contre, pour l'analyse de la perte, il faut prendre le chiffre d'affaires global de l'entreprise, y compris le chiffre d'affaires qui serait réalisé par l'atelier. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en gros, entre guillemets, on a un chiffre d'affaires 2019 qui est lié à atelier plus magasin et un chiffre d'affaires 2020 qui est lié à l'activité de l'atelier. Et là, il faut se rapprocher aussi de son conseil pour regarder quelle est l'activité principale et, en fonction de l'activité. C'est plus compliqué d'aller répondre, mais on est bien dans un cas normalement de fermeture administrative, a priori. C'est juste sur le calcul de la perte que ça va jouer. Juste précision aussi, il y a eu quelques questions sur où est-ce qu'on pouvait trouver les documents et les annexes. La réponse a été donnée dans le chat. Et la dernière question avant qu'on poursuive, pour éviter de prendre trop de temps, je précise simplement que l'animation est filmée et on enverra autant le diaporama
vidéo pour vous y reporter plus tard. Et comme l'explique Christophe, à partir des éclaircissements, s'il reste des questions en suspens, les conseillers Serre France comme les conseillers Chambre resteront à votre écoute, mais votre comptable aussi pourra vous apporter les compléments d'information. Donc la dernière question, c'est dans le cas d'une activité non linéaire, pour par exemple l'ébénisterie, j'ai fait du chiffre en octobre et en décembre en 2019, mais zéro en novembre. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des possibilités particulières dans ces cas-là? Oui, tout à fait. En fait, dans ce cas-là, effectivement, prendre le chiffre d'affaires de novembre 2019 va vous pénaliser. Donc, ce qui est autorisé, c'est de prendre le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'année 2019. Donc, en gros, toute votre année 2019 divisé par 12. Parfait, merci beaucoup. Désolé s'il y a d'autres questions, on poursuit puisqu'on va aborder d'autres choses et on vous laissera la parole à nouveau un petit peu plus tard. C'est à vous, Christophe. Oui. C'est né sur le chômage partiel, donc il concerne toutes les entreprises qui ont des salariés et qui connaissent une réduction ou une suspension d'activité avérée. Donc, comment ça fonctionne? C'est que l'employeur, donc quand il a des salariés à qui il ne peut pas fournir de travail, il les met en chômage partiel, il doit leur verser une indemnité qui est de 70% de la rémunération horaire brute de référence, voilà, ou c'est 84% du net si on prend sur la base du net, et que l'employeur se fait rembourser cette indemnité par l'État, donc toujours à hauteur de 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 SMIC, et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Alors, ce 70% concerne les entreprises fermées depuis le 30 octobre et puis les secteurs protégés que sont le tourisme, le sport, la culture, l'événementiel et le transport aérien. Pour les autres secteurs, le remboursement de l'État est à hauteur de 60% du brut. Donc, il reste une part à charge de l'employeur. Et l'allocation, elle est au moins égale à 8,03 €, c'est-à-dire au SMIC net. Pour obtenir le chômage partiel, il y a une demande à faire sur un site prévu à ce sujet, activitépartielle.emploi.gouv.fr. La demande, elle est à faire dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. Et les demandes sont validées. Donc là, si on voit, pour toutes les demandes depuis le 30 octobre, les directs du 53, donc de la Mayenne et de la Sarthe, valident les demandes jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre. Il y a une possibilité de renouvellement qui est prévue sans dépasser un maximum de 12 mois. Et le délai de réponse, c'est sous 15 jours ouvrables et à défaut de réponse, le défaut de réponse vaut accord pour la mise en œuvre de l'activité partielle. C'est pareil, des éléments, des choses qui avaient été faites déjà au printemps. Et de la même façon, autour de l'activité partielle, si vous avez des besoins, rapprochez-vous de votre conseil qui établit les payes chez vous, de façon à avoir et traiter ce sujet-là. Ensuite, un dernier point sur les abandons de loyer. Donc, il a été mis en œuvre un crédit d'impôt à destination des bailleurs et des propriétaires de locaux commerciaux dès lors qu'ils faisaient un abandon du loyer. Donc, ils renonçaient à encaisser un loyer, notamment à partir de novembre. Les avantages de ça permet aux locataires, donc à vous, entrepreneurs, d'économiser un loyer. Et puis, en contrepartie, votre bailleur va lui toucher 50% de l'abandon qu'il a fait au moment où il fera sa déclaration de revenus l'année prochaine, si c'est quelqu'un qui est personne physique. Ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne les entreprises locataires qui étaient soit fermées administrativement ou affectées par les restrictions sanitaires, donc c'est quand même assez large. Et donc voilà, donc ça a été mis en œuvre maintenant, c'est pas encore voté parce que ça sera voté en fin d'année dans la loi de finances, mais voilà, ça ne va pas bouger maintenant, ça a été acté de toute façon à l'Assemblée. Ensuite, je vais laisser la parole à Anne pour l'aide numérique. Donc oui, je vais effectivement reprendre la main sur la partie aide numérique et je vais essentiellement vous parler du chèque numérique qui rentre dans le cadre du plan de numérisation mis en place par le gouvernement. Le chèque numérique va concerner essentiellement les entreprises fermées administrativement. Il s'agit d'un chèque d'une valeur d'à peu près de 500 €
pour couvrir les frais liés au lancement d'une activité en ligne, site e-commerce, vitrine ou solution click and collect. Cette aide pourra être versée à partir de janvier 2021 sur présentation de facture. Concernant les aides, il y a également, dans le cadre du plan de numérisation, un soutien financier qui va être mis en place par le gouvernement pour les collectivités locales qui souhaitent mettre en place aussi des marketplaces locales. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de s'insérer dans ces dispositifs. Et puis, une aide qui existe déjà sur le plan numérique, c'est l'aide des Pays de la Loire, qui peut être intéressant aussi d'aller regarder de près quand on a ce projet de numérisation, où là, ce sont 50% en fait des coûts éligibles qui peuvent être pris en charge avec un minimum de coût à 5 000 € et là déplafonné à 15 000 €. Enfin, je vous invite à aller regarder également sur la plateforme mise en place par le gouvernement qui s'intitule cliquemonscommerce.gouv.fr où on a un ensemble de plateformes qui peut être utile d'utiliser pour se faire connaître et rester en lien avec ses clients. Et qui sont aussi régionalisés par région. Et puis également France Num, qui est aussi une plateforme sur laquelle il y a des informations intéressantes pour la numérisation. Donc voilà sur cette partie aide numérique. Alors après, on avait dit, Gaëlle, que si vous souhaitiez approfondir cette question, c'est possible. Et puis également parler des aides locales. Alors, on va approfondir la question. On peut revenir sur la page d'avant, sur le diaporama. Amandine, Mélodie ou Vanessa, l'une d'entre vous peut prendre la suite concernant le Pays de la Loire investissement numérique. Mélodie? Oui. Excuse-moi, j'arrivais pas à me connecter. Oui, alors Pays de la Loire Investissement Numérique, effectivement, c'est une subvention de la région des Pays de la Loire, comme on le sait, qui est compétente en la matière. Elle va financer surtout de l'immatériel, donc pas du tout du matériel, des ordinateurs, des tablettes ou des choses comme ça qu'on pourrait éventuellement penser pouvoir financer. On est sur des logiciels structurants pour l'entreprise. Après, on pourra redétailler plus tard où ce sera décrit. Et puis, aussi tout ce qui va être site Internet. Site Internet avec un pendant marchand, voilà, pour développer les ventes, le click and collect ou la partie vraiment vente de l'entreprise. Donc, il y a quand même un minimum qui est des 5 000 €. Donc, on peut y allier donc la partie formation, les coûts liés sur une année, enfin voilà, ces choses-là. Donc, ça, on peut vous aider et vous orienter au besoin, que ce soit en Sarthe ou en Mayenne, avec les conseillers chambre de métier. Sachant que, pour compléter, ça peut être couplé avec du conseil, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre, il y a déjà deux choses pour peaufiner cet aspect numérique. Ça vous sera renvoyé à la fin. Au passage, je remercie Vanessa qui a mis dans le chat le lien directement vers la fiche Pays de la Loire investissement numérique pour avoir les compléments d'information sur ce que Mélodie vient de détailler. Mais dans le mail qu'on vous transférera à l'issue de cette présentation avec le PowerPoint qui vous est présenté, et le lien vers certaines vidéos, et notamment la vidéo qu'on est en train d'enregistrer. Vous aurez aussi un lien pour vous faire un auto-diagnostic, c'est-à-dire faire un test. Ça va vous prendre que quelques minutes, mais essayez de faire un point sur votre numérisation. Pourquoi ça existe? Il faut comprendre que la première période de confinement, il a été fortement question des entreprises qui ont sorti leur épingle du jeu grâce au numérique, et que le deuxième confinement, avec toutes ces plateformes numériques qui poussent dans tous les sens, eh bien, on a de plus en plus de chefs d'entreprise qui veulent absolument mettre quelque chose en place, mais sans forcément trop savoir sur quoi, qu'est-ce qui serait mieux pour eux, etc. Donc, cet autodiagnostic vous permettra de savoir où vous en êtes avec ces usages-là. Et puis, on aura la possibilité aussi de venir dans l'entreprise pour faire le diagnostic numérique et surtout faire le point avec vous sur la meilleure stratégie à adopter pour faire cette transition numérique, qu'elle ait déjà commencé ou pas. Il y a un lien, merci Vanessa aussi, sur les points d'information sur le chèque numérique
Donc, vous avez un lien cliquable pour avoir toutes ces informations-là tout de suite. Je vois, alors, il y a d'autres demandes qui sont arrivées en même temps. Oui. Il faut avoir été fermé administrativement absolument pour avoir les aides numériques. Alors, sur ces aides numériques-là, de mémoire, non. Non. Ça Pas- n'est en pas tout cas, pas pour aide investissement numérique. La subvention, c'est pas le cas. C'est vraiment une aide pour le numérique pour les entreprises en général. de Après, moi, mémoire, j'ai pas de précision sur le chèque numérique pour de mémoire, l'instant. le chèque- Pardon, sur le chèque numérique, il faut être fermé administrativement, en fait. Ouais, donc voilà, ça doit être que pour cette partie-là. Mais sur le reste, de toute façon, l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de pousser les entreprises le plus possible vers ces usages-là. Et pousser, c'est bien, avoir des aides, c'est bien, mais savoir quoi faire et quoi en attendre, c'est mieux. Et on vous enverra aussi le lien. Hier a eu lieu une webconférence sur le Click and Collect. Dès que le lien vers la vidéo nous sera transmis, on vous l'enverra aussi pour compléter l'information. Donc, Laetitia, est-ce qu'on pourrait avoir le compte rendu parce que ça coupe un peu? On a pu avoir très peu d'infos. Nous sommes peut-être trop à être connectés. Alors, effectivement, si c'est partagé, si cette problématique est partagée, sachez que l'enregistrement vous permettra de revivre le tout et tous les contacts vous seront laissés à la fin pour poser vos questions. Avant d'aller plus loin, juste, je voudrais revenir. Il y a des questions qui avaient été posées entre-temps. Deux en l'occurrence. Deux en Sur le l'occurrence. crédit d'impôt et Tascom. Voilà, alors concernant le crédit d'impôt sur les loyers abandonnés, la question c'était une précision, est-ce que ça pouvait concerner aussi les loyers de mars et avril? Est-ce que ça reprenait aussi la période du premier confinement? Alors non, il s'est mis en œuvre, le texte de loi définitif nous le dira, mais normalement à compter de novembre. D'accord. Ça prendrait novembre, peut-être décembre si c'est le cas, et octobre, au départ c'était évoqué, mais a priori ça ne l'est plus, donc on le saura plus quand on aura le texte définitif, mais novembre c'est sûr. Mais voilà, le printemps en tout cas c'est pas possible. Et la seconde question qui restait en suspens, c'était une hypothétique possibilité de baisse de la TASCOM en lien avec le fait que la fréquentation des clients diminue aussi en jardinerie, notamment avec des rayons fermés. Alors, sur la TASCOM, moi, j'ai pas vu d'informations particulières liées à la crise sanitaire. Peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, j'ai rien vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la TASCOM, elle est aussi calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par mètre carré. Donc, du fait de la baisse de chiffre d'affaires par la baisse de fréquentation, elle sera de toute façon impactée. Après, s'il y aura quelque chose en plus, j'ai rien vu à ce jour, mais c'est pas impossible, on ne sait jamais. À suivre. Merci beaucoup. Et s'il reste des questions, vous avez… alors, je crois qu'il y a une main levée. Est-ce que c'est une main levée? Oui, il y a Laetitia qui a une main levée. Bonjour. Bonjour. En fait, c'était juste les démarches pour le chèque numérique, en fait, parce que j'ai appelé plusieurs fois mais ça ne devait pas être mis en place pour savoir comment il fallait faire, quoi. Mais si dans le lien qui a été donné, si tout est noté, je vais peut-être trouver tout ça. Oui, alors juste pour rebondir, pour l'instant, on sait juste où ça se situera, mais on ne connaît pas encore toutes les conditions très précises. Normalement, ça devrait ouvrir, comme c'est noté ici, à partir de janvier. Ce sont les seules informations qu'on ait, à moins que, Anne, vous ayez vous-même d'autres compléments, mais il y a un site dédié, l'ASP. C'est auprès de l'ASP, effectivement, qu'il faut demander le chèque et sur présentation de facture, mais ce n'est pas ouvert pour l'instant, c'est à partir de janvier 2021. Voilà, mais je peux mettre le lien, moi, vers le site, au moins que vous ayez vous familiarisé avec l'univers du site pour vous souvenir que c'est là-dessus qu'on va faire la demande. D'accord. Merci Vanessa d'avoir transféré le lien aussi dans le chat sur l'ASP. Une dernière précision, c'est le conseil et l'accompagnement peuvent-ils être pris en charge par ce fameux chèque numérique? Ce qui est noté pour l'instant, c'est plutôt les frais liés au lancement d'une activité en ligne, c'est-à-dire plutôt site e-commerce, solution click and collect. On ne parle pas de conseil dans cette partie-là. Le conseil, on va l'avoir peut-être dans Pays de la Loire Conseil, qui est en lien avec Pays de la Loire Investissement Numérique. Donc, on est plus sur les subventions de la région des Pays de la Loire. Mais c'est pour ça, effectivement, il faut avoir un vrai programme, un vrai plan d'action sur la partie numérique.
voilà, s'il y a besoin, on pourra en privé revoir selon les cas. Donc, reprenons. Merci beaucoup. Anne, il nous restait un dernier point. C'était plutôt les aides locales. Vous souhaitiez faire un petit point sur les aides locales. C'est la diapo suivante, en vigueur encore aujourd'hui. Il y a eu tout un plan d'aide locale à l'issue du premier confinement. Et vous aviez dit que vous vouliez faire un petit point pour la Sarthe et la Mayenne. Je vous laisse le faire peut-être. Dimitri, tu fais un petit point peut-être sur le fonds de secours d'urgence, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le fonds de secours d'urgence donc, est une aide exceptionnelle qu'a mis en place le département de la Sarthe. Ils ont mis à disposition des entreprises locales un budget, une ligne budgétaire pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources personnelles à pouvoir avoir un minimum de revenus sur la période de mi-mars à mi-mai, c'est-à-dire sur la période du premier confinement. Les dossiers étaient censés être recevables jusqu'à cet été, mais on a appris qu'il restait de l'argent sur cette ligne budgétaire. Donc pour des personnes qui découvrent qu'à l'époque, ils auraient pu peut-être bénéficier d'une compensation financière pour les aider dans leur quotidien, il est encore possible de pouvoir demander cette subvention exceptionnelle. Donc c'est bien une subvention. Pour cela, il faut aller se connecter directement sur le site du département de la Sarthe, donc sarthe.fr, et le dossier s'appelle « Demande de fonds de secours d'urgence ». Il permet à des personnes qui ne sont pas titulaires des minima sociaux et qui n'avaient pas suffisamment de ressources dans le foyer fiscal d'avoir une aide possible de 500 € par mois, plus 100 € par nombre d'enfants dans le foyer. Donc pour certains, ça pouvait être de quoi pouvoir compléter le fonds de solidarité à l'époque, puisque c'était cumulable. Par contre, il y a quelques cas d'exclusion, donc il faut bien lire attentivement les conditions du dossier que vous retrouverez sur sarthe.fr. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, Gaël ou Mélodie, vous pouvez renvoyer peut-être le lien pour pouvoir se reconnecter. Mais si vous avez eu le sentiment qu'à part le fonds de solidarité sur le premier confinement, vous n'avez pas pu avoir d'autres sources de revenus, je pense à des personnes où il n'y a pas par exemple un conjoint ou une conjointe avec un revenu à l'époque, il est peut-être possible encore de demander ce fonds de secours d'urgence. Donc ça, c'est vraiment une aide locale propre à notre département, la Sarthe. Avant de passer la main peut-être à Vanessa pour l'aide mayonnaise, je voulais savoir, Madame Trian et Monsieur Ferrandis, s'il était possible d'évoquer la réduction de cotisation sociale pour 2021 qui peut être demandée dès 2020. Parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec l'URSSAF ce matin. Ils nous ont dit que cette aide était trop peu sollicitée et pourtant que c'était une aide sous forme de réduction de cotisation sociale qui pouvait aller de 1 800 à 2 400 € par personne sous certaines conditions d'éligibilité. Je vois que ça ne figurait pas dans le PowerPoint. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus ? Oui, il faut juste que je la retrouve si vous me laissez. Est-ce que vous pouvez me laisser 5 minutes? On reprend ça à la fin si vous voulez bien. J'ai plus les critères complètement complets, donc il faut que je les retrouve. Entendu. C'est bon pour moi, Gaël. Merci. Alors, pour répondre aussi vite fait à une question, peut-on avoir une aide pour tous les investissements de produits désinfectants? Oui, il existe une aide que vous retrouvez sur le site Amélie, qui est donc une aide une subvention pour la prévention Covid. Cette aide, elle va être, il faut avoir un investissement minimum de 500 € quand on est seul ou 1 000 € quand on a des salariés. Et l'aide, elle prend en charge 50% en fait des frais. Alors c'est pas forcément que les produits désinfectants, c'est tout ce qui va servir à se protéger par rapport aux conditions sanitaires. Ça peut être du plexiglas ou autre chose. Et le plafond, cette aide est plafonnée à 5 000 €. Donc vous allez retrouver les éléments dans le site Amélie. Peut-être quelqu'un va pouvoir le mettre effectivement dans le chat. Ouais. Donc là, on a remis dans le chat, donc l'aide fonds de secours d'urgence de la Sarthe. A été remis aussi le lien, merci Amandine, pour l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur de l'ASP.
Et Dimitri a mis aussi l'aide sécurité sociale des indépendants pour le Covid et on va tenter rapidement de mettre le lien vers Amélie pour cette aide concernant les produits et tous les systèmes qui va se permettre de sécuriser sur les règles sanitaires, que ce soit les chefs d'entreprise comme les salariés. Et puis, Vanessa, pour compléter, les aides particulières concernant la Mayenne. Alors, sur la Mayenne, on a effectivement Laval Agglo. Là, il y a pas mal d'articles qui sont diffusés depuis hier et aujourd'hui. C'est le fonds d'urgence au TPE. Ils l'avaient déjà mis en place lors du premier confinement. Ils le refont là pour ce deuxième confinement. Donc, pour les commerces qui ont été fermés par l'État, c'est un fonds d'urgence qui va de 1 000 à 2 000 euros. Grosso modo, c'est 1 000 euros pour les entreprises qui n'ont pas de salariés, 1 500 pour les entreprises qui ont de 1 à 5 salariés et 2 000 jusqu'à 20 salariés. Il faut savoir que le montant est doublé pour les restaurants. Donc, il faut bien avoir une fermeture administrative, comme je l'ai dit. Pour passer la demande, il y a un site, je vais vous mettre le lien, qui s'appelle Clic et Support. Alors, il s'engage à ce que le versement soit fait assez rapidement, c'est-à-dire 15 jours après la réception du dossier. Et puis, il y a une autre aide qu'ils ont appelée les chèques commerçants. Alors là, c'est sur inscription. Pareil, c'est pour les commerçants qui ont maximum 20 salariés. Il faut qu'ils se renseignent auprès de Laval Agglo. C'est des chèques, en fait, pour 25 euros d'achat, les clients peuvent avoir une réduction de 5 euros. Sur inscription, c'est pareil, je vais vous envoyer le lien et je vous mettrai dans le mail le numéro de téléphone de Laval Agglo et de notre contact qui s'appelle Guillaume Bateau. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, ça concernait majoritairement Laval Agglo. Merci aussi, Amandine, et merci, Mélodie, d'avoir transféré le lien pour la subvention Amélie. Concernant les aides, en réalité, ça peut aller plus loin, puisqu'il y a même aussi certains autres territoires qui ont leur propre système d'aide à l'investissement et au développement. En réalité, ce qu'on voulait simplement expliquer par là, c'est que derrière toutes les présentations d'aides qui viennent des aides plus nationales ou régionales, il y a aussi des compléments qui sont faits en local. Il y a beaucoup de territoires qui s'acharnent à trouver des solutions pour aider au mieux les artisans et les commerçants qui sont sur leur territoire. Donc, le meilleur réflexe à garder, c'est pour vous assurer d'avoir fait le tour. Au-delà de cette présentation qui, je vous le rappelle, vous sera envoyée, n'hésitez pas à contacter le conseiller ou directement conseiller aussi votre territoire, votre communauté de communes qui saura aussi vous guider sur les aides en vigueur et éventuellement le redéploiement de nouvelles aides ou le projet de certaines aides qui ne seraient pas encore sorties mais qui sont sur le point d'apparaître. Merci Vanessa d'avoir fait l'envoi du lien. On a en même temps une question qui vient de tomber. J'ai créé mon entreprise le 25 novembre 2019. Pour le calcul du fonds de solidarité, est-ce le même processus que lors du premier confinement? Faire la moyenne du début d'activité jusqu'au reconfinement? Alors oui, c'est pas exactement la même chose. Il y a aussi un calcul spécifique. J'essaie juste de me remettre dessus sur le chiffre d'affaires. Donc les entreprises en fait qui ont été créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, on peut retenir en base pour comparer le chiffre d'affaires qui a été réalisé entre la date de création d'entreprise et le 29 février 2020. Donc oui, avant le confinement. Donc si on doit être sur la même règle pour celle-là, s'il y a encore eu des règles pour celle d'après. Donc oui, effectivement, on retrouve le même système que ce qu'il y a eu au printemps. Et on prend la même base. Tant que j'ai le micro, j'ai retrouvé pour l'aide, la réduction d'impôts, puis je vais mettre le lien dans le chat, la réduction de cotisation sociale pour les indépendants. Donc, elle est au bénéfice des secteurs, alors qu'on a dit, c'est les listes qu'on a retrouvées déjà avant, S1, S1 bis et S2. Donc, S1, c'est tourisme, hôtellerie, restauration, etc., événementiel. Le S1 bis, c'est les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs 1. Et il y a un secteur S2, ce sont ceux qui accueillent le public et dont l'activité est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19. C'est le cas notamment des coiffeuses et des coiffeurs. Donc en fait, c'est une réduction de cotisation qui de toute façon va s'appliquer en 2021 sur vos cotisations. Pour les secteurs S1 et S1 bis, ça sera au maximum 2 400 € de réduction. Pour les S2, 1 800 €. Donc, ça va s'appliquer d'office en 2021, mais vous avez la possibilité d'anticiper en fait cette demande en faisant une modulation de vos appels de cotisation sociale. Et en gros, en prenant votre revenu estimé qui sert de base aux cotisations et en enlevant une part de revenus.
par rapport à ça. Donc, c'est tout à fait possible d'anticiper, mais même si vous n'aviez pas anticipé. Donc, le montant enlevé pour retomber sur les 2400 ou 1800 euros, c'est 5000 euros pour les premiers et 3500 euros pour le secteur S2. Et donc, si vous aviez un revenu estimé à 20 000 euros, vous pouvez indiquer que vous aurez un revenu estimé de 15 000 euros. Sachant que, je rappelle, il est toujours possible de moduler ces cotisations sociales sur la base d'un revenu estimé, même en dehors d'une période de crise. Et vous pouvez vous retrouver sur le site sécuindépendant.fr, vous avez l'ensemble des aides qui concernent les travailleurs indépendants, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le report, et puis celle-ci. Et je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Je l'ai mis dans le chat, Monsieur Ferrandin, le lien bon, de la c'est sécurité parfait, sociale des indépendants. Vous le trouverez dans le chat. Je compléterai avec la subvention exceptionnelle qu'avait mis à disposition le SSI, subvention sous certaines conditions qui pouvait permettre de toucher 1 000 euros si la demande était faite jusqu'au lundi prochain, 30 novembre. Donc ne tardez pas. Elle peut aller jusqu'à 500 euros pour les auto-entrepreneurs. Donc c'est une subvention, donc c'est une somme donnée que le SSI peut vous proposer si vous respectez les critères. Je vais également vous mettre dans le chat le lien pour avoir des informations sur cette aide d'urgence. Bien, merci. Il est 14h56, on a déjà débordé. Alors, je tiens déjà à remercier Anne et Christophe d'avoir réussi à nous faire cette présentation synthétique. C'est jamais évident de parler des aides parce qu'il y a toujours tout un tas de cas de figure particuliers. Merci aussi aux conseillers chambres, je pense à Dimitri, Vanessa, Mélodie et Amandine, d'être restés présents pour apporter le soutien. Sachez que aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nos artisans ont la possibilité de contacter leur chambre pour avoir cet accompagnement et un conseil en direct et individuel pour chaque cas de figure. Mais ça a été rappelé aussi par Anne et Christophe, il ne faut surtout pas hésiter à vous rapprocher de vos conseils parce qu'ils sont là aussi pour verrouiller avec vous que tous ces aspects-là, on ne passe pas à côté. C'est jamais quelque chose d'évident, mais on a eu des cas de figure de personnes qui étaient passées à côté sur les premières phases. Et vraiment, cette présentation, elle était là pour essayer de permettre à tout le monde de refaire le tour complet et de s'assurer qu'ils ont pris le temps de se poser les bonnes questions. Et puis, dans certains cas, comme l'a rappelé Dimitri, il est encore temps, pas forcément trop tard, mais sans trop attendre quand même, pour certains cas, de faire les dernières demandes. Donc, quoi qu'il arrive, là, à l'issue, on renverra à tout le monde la présentation qui a été faite, tous les liens de chat qui ont été partagés, de manière à ce que vous puissiez retrouver ça et refeuilleter ça dans votre coin. Et sachez, quoi qu'il arrive, que ce soit les conseillers CERF France, les conseillers Chambre de métier, il restera toujours du monde à votre écoute pour apporter les compléments d'information, si toutefois il restait des questions en suspens. Une dernière petite question, si jamais il en restait. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir participé. J'ai vu qu'il restait une main levée, mais je ne sais pas si c'était de tout à l'heure. Laetitia Diard, regardez, une main levée. Est-ce qu'il reste une question? Non. D'accord. S'il reste des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques petites minutes. Merci beaucoup à vous aussi. A priori, il n'y a plus de questions. Merci Anne-Marie. Merci Vanessa, oui, de repréciser. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande voilà, merci Renaud Cuir. On a de toute façon à l'issue du diaporama, je crois, on avait laissé les contacts de mémoire, Anne, qui seront renvoyés dans le mail. Oui, on avait laissé les contacts. Il restait une petite partie sur les financements, mais je ne sais pas si on a le temps de le présenter. Alors, il reste encore un petit peu, mais vraiment, là, on a déjà débordé sur le financement. Si on devait en toucher 2 petits mots, ce serait quoi? Ce serait le PGE, le prêt garanti État. C'est la mesure phare de financement par rapport à ce qui a été mis en place par l'État, qui est valable en fait jusqu'au 30 juin 2021, qui concerne toutes les entreprises et sur lesquelles on a possibilité d'avoir donc un différé pendant 1 an. Et à l'issue de ce différé, on va aussi avoir la possibilité pour le dirigeant, vous aurez la possibilité soit de recontinuer un différé encore d'1 an, ce qui permet d'avoir 2 ans de différé,
ou bien de rembourser de manière amortissable en fait sur 4 ans ou 5 ans, sachant que la durée totale du prêt est de 6 ans. Et puis, il faut savoir effectivement que pendant le différé d'1 an, la totalité du coût est pris en charge par la banque, le coût de garantie compris. Donc, et ensuite, les taux, il y avait beaucoup de questions sur les taux à l'issue du premier confinement. Les taux ont été fixés récemment. On est sur des taux à 1 à 1,5% si on rembourse avant 2023 et des taux à 2,5% si on rembourse avant 2026. Voilà ce qu'on peut dire de manière très très rapide sur le PGE. Et c'est vrai qu'il faut plutôt, alors, financements qui sont listés dans le cadre du diaporama, il faut avoir en tête qu'effectivement, c'est une stratégie par rapport à la trésorerie et qu'il faut avoir, pour le coup, se faire aider par ses conseils aussi là-dessus, sur ce sujet-là, et par ses partenaires financiers. Ça, c'est important. Merci Anne, c'est vrai, concernant ce PGE, il reste encore beaucoup d'inquiétudes. On a encore des chefs d'entreprise qui n'osent pas, qui ne veulent pas avoir ce type d'engagement. À l'inverse, on a aussi d'autres chefs d'entreprise qui s'en sont servis, mais pour financer autre chose que de la trésorerie et en profiter pour caler quelques investissements. Est-ce que c'était les choix les plus judicieux? Si vous avez la moindre question, juste gardez en tête que c'est un bon moyen quand même d'avoir un minimum de trésorerie d'assuré, surtout dans le cadre d'une préparation de la relance de l'activité. C'est quelque chose qui peut faire défaut à certaines entreprises et au moment où elles risquent d'en avoir le plus besoin. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur? Je pense que chaque cas de figure peut être différent. Et là encore, avec le conseiller, il est possible de faire un point sur l'usage et l'intérêt d'un PGE selon votre cas de figure, votre niveau de trésorerie et vos engagements déjà bancaires par ailleurs. Sachez aussi que pour préparer la sortie et faire un focus sur une bonne gestion de sa trésorerie en entreprise et préparer la sortie des PGE, avec toujours notre partenaire Serre France. Je sais que Julien est dans cette réunion. Nous sommes aussi en train de préparer pour janvier vraisemblablement un nouveau webinaire qui aura pour but justement de faire un point sur les éléments de base pour bien maîtriser sa trésorerie et bien préparer cette phase de sortie des PGE. Mais le cas échéant, ne vous en faites pas, vous aurez l'information lorsque la date et l'horaire sera fixé. Alors, il reste une dernière question. Laetitia qui nous demande, est-ce normal de payer une assurance sur le prêt? Oui, en fait, quand on parle de garantie, il s'agit bien de la prise en charge de la garantie en cas de défaillance de l'entreprise. Et tout prêt, tout emprunt qu'on fait auprès de la banque, il peut être normal ou bien en tout cas opportun au moins de se poser la question de prendre une assurance ou pas d'essai invalidité. Donc voilà, avec le partenaire financier, mais effectivement, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Voilà, donc ce PGE, effectivement, même si bon nombre de choses sont prises et garanties, il n'empêche que la partie assurance, et dans le cas de Laetitia, avec 2 associés, c'est donc une assurance multipliée par 2. Oui, mais malheureusement, on ne peut pas avoir trop d'effet dessus. Il est 15h03, je crois, Anne, de mémoire, que nous avons terminé. Eh bien, oui, moi j'en avais encore un petit peu sur les autres finances. Toujours plus, Anne, toujours plus. Aujourd'hui, on reverra ça au moment de la trésorerie, au mois de janvier probablement. Donc, quoi qu'il arrive, nous vous enverrons, comme promis, les informations et les contacts sont indiqués de toute façon sur les mails que vous allez recevoir. Merci encore d'avoir participé. J'espère qu'on aura répondu à bon nombre des questions. Si ça n'a pas été le cas, toutes nos excuses. C'est vrai que c'est compliqué sur un laps de temps court, mais c'était l'engagement qu'on voulait tenir. Et encore une fois, on reste, quoi qu'il arrive, à votre écoute pour répondre aux questions par la suite. Toujours est-il, on vous souhaite bon courage pour la reprise qui se prendra plus ou moins rapidement selon les activités. Si parmi vous, certaines personnes ne reçoivent pas la newsletter envoyée par la Chambre, c'est peut-être le moment de nous le faire savoir parce que régulièrement, dès qu'on a des nouveautés, on la diffuse sur les réseaux sociaux et via la newsletter auprès de nos artisans. Mais il est possible que nous n'ayons pas vos adresses mail, donc il est encore temps pour vous de vous y inscrire pour la suite des événements. Merci encore Anne et Christophe pour cette présentation. Merci aussi aux conseillers Dimitri, Vanessa, Mélodie, Amandine de votre participation à
à cet événement. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes pour votre participation et pour les questions et les échanges riches qu'on a pu avoir durant cette présentation. Bon courage à tous, portez-vous bien, puis j'espère que ces fêtes de fin d'année se dérouleront dans des bonnes conditions. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je coupe la vidéo.